L'intérêt pour moi hein, d'un tel colloque, est assez multiple. Hein. C'est d'abord d'une part de concrétiser les choses. Parce que intellectuellement, évidemment, ce qui s'est passé au Japon, on le connaît, qu'il y ait une volonté d'un monde sans bombe atomique, c'est connu. Enfin, mais tout ça reste très intellectuel, très virtuel. Or ici, véritablement, il y a moyen en rencontrant les autres pays, en rencontrant toutes les délégations, de se rendre compte que c'est quelque chose qui est inscrit dans la réalité. En particulier la réalité du terrain, puisque nous sommes passés par Hiroshima et Nagasaki. Et là, tout d'un coup, les choses qui n'étaient que des idées deviennent des réalités. Voilà. Hein, je crois que ça, c'est l'intérêt majeur pour moi parce que dans le fond, ce colloque pourrait avoir lieu à Washington ou à Bangkok, c'est pas la même chose. Hein. Voilà. Alors évidemment, comme dans tous les colloques, le grand intérêt, je dirais, c'est pas tellement le fond, hein, parce que ça peut se lire, ça peut se voir autrement, se connaître autrement, mais c'est le fait de pouvoir rencontrer finalement des gens qui, là aussi, ne seraient que des idées que le maire de Montréal, en chair et en os, on puisse parler avec lui, que le maire de Hiroshima, on lui serre la main, etc. Tout ça fait que cette idée de liens mondiaux se concrétise. Hein, et ça, c'est extrêmement important. Après, évidemment, le contenu, c'est plus délicat. C'est plus délicat, nettement plus délicat, parce que d'abord, on a l'impression de le connaître. La traduction ne donne pas toujours la finesse de la démonstration ou de la volonté de la pensée. Hein, voilà. Et donc, évidemment, il y a une frustration hein, sur le contenu. Mais, j'allais dire, tout le reste compense largement cette frustration. Et l'intérêt pour nous aussi, c'est l'articulation avec le réseau des villes mémoires, qui est porté par la communauté urbaine de Dunkerque depuis 2 sessions déjà, 2 colloques organisés en 2016 à Dunkerque et en 2017 à Volgograd. C'est extrêmement intéressant, effectivement, le côté opérationnel des choses, c'est-à-dire que les témoignages qu'on a ici, ils nous permettent aussi d'alimenter, nous, ce réseau-là. Je vais donner un seul exemple, hein, qui est la ville de Granollers. Moi, je ne savais pas, personnellement, que Granollers avait été détruite en 1938. Et c'est vrai que ce sont des moments et du coup des villes qui nous intéressent, oui, nous, pour... Je rajouterais même que j'ignorais que Granollers existait. ça c'est pas mal. Et en plus, ils ont une équipe de handball qui va affronter certainement Dakar et on va gagner. Donc voilà, quand je prends l'exemple de Granollers, c'est intéressant parce que eux, ça fait longtemps qu'ils travaillent sur cette question. Ils sont extrêmement intéressants dans ce qu'ils mènent de manière très opérationnelle avec les jeunes. Donc moi, c'est ce qui m'a marqué pendant ce colloque. C'est-à-dire que la dimension lien avec les jeunes et donc un peu passation de cette mémoire et de cette histoire et le fait de porter ce concept de paix via les jeunes, et bien on l'a beaucoup vu pendant ce colloque. Et c'est aussi quelque chose que je trouve intéressant de développer. Et je rajouterais au point de vue de la mémoire que nous sommes, d'un point de vue diachronique, à un moment très important, parce que c'est le moment où disparaissent les derniers témoins réels. Absolument. Ah oui, ça c'est très intéressant. Les témoins, les vrais témoins de cela. Et dans la réflexion sur la mémoire, c'est un moment où les choses basculent. Les choses basculent. Et donc c'est tout à fait un moment où il faut faire très attention à la manière dont on va garder et alors non pas augmenter, on n'augmente pas une mémoire, mais la clarifier et réfléchir à la manière dont on peut la transmettre aux générations futures. Parce que c'est plus une évidence, ils n'auront plus de gens à rencontrer qui pourront leur dire moi j'ai vécu ça, moi j'ai vécu ça. Ils n'auront plus qu'une histoire. Et finalement les gens qui ont combattu pendant la guerre 39-45, ceux qui ont été victimes des bombes atomiques, ce sera pour eux comme Charlemagne ou Napoléon Ier, quoi, des visions historiques mais désincarnées. Et donc c'est important de réfléchir à cette question.
Et justement, pouvez-vous nous présenter un peu ce qui pilote le réseau des villes mémoires? Quelles sont les thématiques que vous souhaitez développer dans ce réseau? Et plus précisément, si des villes souhaitent y participer, comment ça peut se passer? Si je peux me permettre, moi je crois que pour les villes mémoires, il y a deux choses importantes. D'une part, la dimension historique des choses. Hein, très souvent rétablir une vraie dimension historique des choses. Je pense par exemple à l'opération Dynamo, qui longtemps a été escamotée dans l'histoire française, alors que pour les Anglais c'était une sorte de défaite-victoire, hein, donc quelque chose de complètement différent. Et c'est seulement Nolan qui a réveillé chez beaucoup de nos compatriotes cette idée que l'opération Dynamo, c'était peut-être pas ce qu'ils pensaient. Hein, ou ce qu'on leur avait raconté, parce que leurs parents étaient encore victimes, dans le fond, de la propagande pétiniste, par exemple, qui avait transformé ça comme une fuite des Anglais, qui avaient abandonné lâchement les Français, enfin, etc. Ça, c'est la dimension historique. Et deuxième dimension très importante pour les villes de mémoire, je le sais parce que j'ai assisté à quelques réunions de ces villes françaises qui ont été détruites et reconstruites, c'est le fait qu'on a des problèmes spécifiques à ces villes qui ont été complètement détruites et reconstruites. Je donne qu'un exemple, hein, mais parmi beaucoup d'autres, les reconstructions d'habitations qui étaient individuelles avant, maintenant sont collectives, ce sont des bâtiments collectifs, c'est-à-dire avec un syndic de copropriétaires. Et faire bouger un syndicat de copropriétaires, qui très souvent ne sont pas des propriétaires occupants, est extrêmement difficile, d'où un délabrement, j'allais dire, accéléré de ce patrimoine architectural et qui nécessite aujourd'hui des mesures absolument indispensables pour pouvoir lui redonner une dimension acceptable pour les habitants. Et à casser une idée qui est encore dans la mémoire de beaucoup de gens, qui consiste à dire on a reconstruit la ville n'importe comment. Et ça, c'est un énorme travail, c'est notre rôle, on y contribue d'une manière ou d'une autre. Et juste pour compléter et terminer le propos, ce qui nous intéresse aussi, c'est d'observer un peu la résilience de ces territoires détruits et reconstruits. On a de très beaux exemples du coup ici à Hiroshima et Nagasaki, et donc on cherche un peu à comprendre et à savoir comment est-ce que, avec cette histoire, qu'on remet sur le devant de la scène, comment est-ce qu'on regarde vers l'avenir et comment est-ce qu'on transcende un peu la condition de ces territoires. Et une réflexion sur les blocages. Où sont les blocages, voilà, par exemple. Donc ça, c'est extrêmement important. Une réflexion aussi sur, par exemple, tourisme de mémoire. Tourisme de mémoire. Qu'est-ce que ça peut signifier, tourisme de mémoire? Est-ce que c'est faire de l'argent sur le passé? Est-ce qu'au contraire, c'est valoriser le passé et la conséquence en est le tourisme, etc. Ça, c'est des vraies questions. Et ça aide ici ou ailleurs, hein, dans ce type de rencontre, ça contribue à cette réflexion. Et donc, si une ville souhaite rejoindre les travaux du réseau Ville Mémoire... C'est extrêmement simple. On lui ouvre les bras. Oui, c'est presque ça. Hein. Globalement, effectivement, il faut qu'elle se reconnaisse un petit peu dans ce qu'on vient de décrire. Et ensuite, il suffit évidemment de contacter la communauté urbaine de Dunkerque. On est assez ouvert dans le cadre de ce réseau. Il n'y a pas de difficulté majeure. Merci beaucoup.